Le premier critère de la Arava, c'est qu'elle doit être, je sais plus. Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Après Rosh Hashanah et Yom Kippour, vient la fête magnifique de Sukkot. Alors Sukkot, c'est une fête extrêmement belle, surtout en Israël où on voit les Sukkot dans les jardins et sur les balcons. Même en France, où on n'a pas la chance d'en voir autant, on ressent quand même une ambiance très très festive pendant toute la semaine. Mais au fait, est-ce que vous savez comment on construit une souka? Quels sont les critères pour pouvoir choisir un loulav, un etrog? Heureusement que Ruben est avec nous pour nous poser les bonnes questions. Salut Ruben. Alors salut Samy, ça me fait très plaisir de te revoir, toujours dans les fêtes, dans les joies, comme la fête du Sukkot justement. Et j'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur la construction de la souka. Ok. Alors, pour pouvoir construire une souka, en fait, les critères sont relativement simples. Une souka doit comporter 2 cloisons entières. Et le début d'une 3e cloison, ces cloisons doivent avoir une hauteur d'au moins 80 cm. Et sur ces cloisons, on doit avoir un toit qui est constitué de matériaux naturels, comme par exemple des feuillages, des bambous, ou ce que l'on connaît et ce que l'on achète dans le commerce. Les cloisons de la souka doivent être suffisamment fortes pour résister devant un vent moyen, ne pas bouger lorsqu'il y a un vent moyen qui souffle. Et enfin, c'est important de rappeler toujours que c'est une très grande mitzvah pendant toute la fête de Sukkot, de passer le plus de temps possible dans la souka, d'y manger, et si le temps le permet, même de dormir dans la souka. Ah, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire si le temps le permet. D'accord. Lorsqu'il pleut et qu'il fait très froid, on est dispensé pour ne pas tomber malade. Donc en général en Israël, tu es en train de dire qu'on est obligé d'y dormir. En Israël, il faut dormir dans la souka, en général, sauf quand il y a des temps un petit peu particuliers. En France, quand il fait trop froid, on est dispensé. Ok, super, merci pour ces notions de base. Donc il y a une autre mitzvah aussi à Sukkot qui est essentielle, c'est les Arba Minim, les 4 espèces. Donc il y a le Etrog, le Lulav, la Arava et les Hadassim. Tu les connais par cœur. Tu veux que je te donne des explications dessus? Je pourrais le faire moi, mais je vais te laisser, ça me fait plaisir. Pas de souci, pas de problème. On va commencer par le Lulav. Le Lulav, c'est une feuille de palmier. Et le premier critère, c'est d'abord que ce soit une feuille de palmier et pas d'un autre arbre qui lui ressemble. Donc il vaut mieux acheter un Lulav avec un tampon de cache-route qui nous certifie que c'est bien une feuille de palmier. On ne peut pas l'acheter sur AliExpress. Il vaut mieux éviter. D'accord. Le deuxième critère concernant le Lulav, c'est que le Lulav doit être droit. Mais au niveau de la halakha, il suffit que le Lulav soit droit à l'œil nu, et seul un Lulav qui est complètement tordu le rend inapte, ce qui est extrêmement rare dans le commerce, on n'en trouve pas. Et enfin, la dernière chose à savoir sur le Lulav, c'est que les séfarades préfèrent avoir en haut du Lulav une espèce de branche marron qui cache un petit peu son feuillage. Qu'on appelle le chocolat. Qu'on appelle, pas le chocolat, mais la kora. Le mot ressemble. En hébreu, ça s'appelle une kora. Alors que les Ashkénazes, par contre, préfèrent avoir un Lulav qui est ouvert en haut pour pouvoir le secouer. On appelle ça en hébreu les cascasses, parce que ça fait casse-casse. D'accord. Voilà, c'est ça la différence. Mais c'est pas pour nous, ça. Ça, c'est pour nos frères Ashkénazes. Nos cousins. Nos cousins. Ok, super. Donc, en fait, il faut juste qu'il soit droit à l'œil nu. Il ne faut pas qu'il soit forcément comme une épée. T'as pas besoin de prendre une règle. Voilà, d'accord. Donc maintenant, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le hadas? Le hadas, la feuille de myrte. Voilà, la feuille de myrte. Ok. Alors, la deuxième des 4 espèces que l'on doit prendre pendant la fête de Sukkot, puisque chaque jour pendant la fête de Sukkot, le matin, on doit tenir nos 4 espèces pendant la prière, c'est le hadas, la feuille de myrte. Alors, le hadas, pour qu'il soit cachère, doit comporter principalement 3 critères. Le premier, c'est que à chaque bouton doivent sortir 3 feuilles au moins du hadas. S'il n'y en a que 2, alors ce ne sera pas bon. À chaque bouton? À chaque bouton du hadas, où il y a des feuilles qui sortent, il faut qu'il y ait 3 feuilles qui en sortent. Okay. Premièrement. Deuxièmement, ces 3 feuilles doivent sortir de la même hauteur, ou au moins se toucher de l'endroit où elles sortent. Okay. Dernier critère pour la hadas, il faut que, lorsque l'on regarde les feuilles, l'extrémité de la feuille d'en dessous puisse arriver, lorsqu'on la repousse sur la branche, au début de la feuille d'au-dessus. Okay. À chaque bouton, il y a des feuilles. Voilà. C'est mieux, si jamais c'est possible, d'acheter un hadas qui soit carrément, complètement recouvert. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de le recouvrir pour pouvoir toucher la feuille d'en haut, mais que de lui-même, les feuilles soient bien compactes sur la branche de hadas. Mais même si ça ne touche pas et que ça peut toucher en les recourbant, ce sera bon. Ça m'a l'air super compliqué, on en trouve facilement. On en trouve facilement dans le commerce. C'est des niveaux différents de cache-route, mais c'est des hadas qu'on trouve au commerce. Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi les niveaux de cache-route sont différents suivant ce critère. Super, et tout de suite on va passer à la feuille de Arava. La feuille de Arava. Alors la feuille de Arava, la feuille de saule en français comporte quelques critères. Tout d'abord, la tige doit être rougeâtre. Okay. Premier critère.
Deuxièmement, les feuilles de harava doivent être longues et fines. Troisièmement, à l'extrémité des feuilles, ça doit être lisse et ça doit pas être dentelé. Il y en a certaines qui sont dentelées, on en trouve comme des fois sur les arbres. Ça aussi, ça doit être important qu'elle soit complètement lisse tout autour. Et enfin, la feuille de saule ne doit pas avoir été coupée de l'arbre. Et donc, c'est pour ça qu'en général, dans le commerce, on nous les vend avec une feuille relativement jeune tout en haut, ce qui prouve que la feuille n'a pas été coupée et qu'on l'a reçue comme ça. Oui, mais si elle n'a pas été coupée, comment elle est... Elle a été coupée par en dessous, elle a été arrachée de sa tige, mais elle n'a pas été coupée en haut. C'est bon? Okay. Ouais. Et pourquoi on l'aurait coupée en haut? Bah, si les enfants s'amusent et qu'ils la coupent, ça la rend pas cachère. Ou si elle est longue et qu'on veut en faire plusieurs. Ah, j'ai compris. Super, et donc on termine avec le hétrog. J'ai entendu dire qu'on devait le payer entre 800 et 1000 euros. Au minimum? Voilà. Voilà pour toi. Tu me fais un virement puis je t'en apporterai un. Mais pas comme j'en ai deux là. Alors, l'étrog, qui est une des 4 espèces les plus importantes, que chacun doit acheter un hétrog le plus beau possible en fonction de ses moyens. La première chose du hétrog, le hétrog c'est un fruit qui ressemble au citron mais qui n'en est pas un. D'ailleurs, le premier critère et le plus important pour le hétrog, c'est de vérifier que ce soit un hétrog et pas un citron ou un croisement hybride d'un hétrog avec un citron ou un autre agrume. Et donc, il faut absolument acheter un hétrog avec un certificat de cacheroute qui atteste de son origine et que ce soit bien un hétrog et pas autre chose. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a encore quelques critères sur la forme du hétrog. Tout d'abord, le hétrog doit être ovale et ne doit pas être rond. Deuxièmement, si jamais il y a des trous, la peau du hétrog est un petit peu épaisse. Si jamais il y a un trou qui est tellement profond qui arrive jusqu'au fruit, alors cela invalide aussi le hétrog. Ah ouais, d'accord. Voilà. Troisièmement, certaines taches noires invalident le hétrog, mais ça la comporte pas mal de détails, donc il faudra demander l'avis d'un rave et lui montrer le hétrog. Et enfin, concernant la tige, le pitam du hétrog, alors il faut bien savoir qu'il y a 2 sortes de hétrog. Il y a certains hétrogs qui ont une tige, et si le hétrog a une tige, si jamais il se casse, de façon à ce que cela crée un trou profond dans le hétrog, ça invalide ce hétrog. Donc ceux qui ont acheté un hétrog avec cette petite tige au bout avec le pitam, il faut y faire très attention. Par contre, si l'hétrog a été cueilli de l'arbre sans la tige, ou qu'il n'en avait pas depuis le début, alors à ce moment-là, cela ne l'invalide pas du tout, et il sera cachère, même s'il n'a pas de tige, de pitam au bout. Super, c'est mieux de le prendre avec ou sans? Il n'y a pas de différence. Aucune? Non. On va le prendre sans alors, comme ça on risque moins. Ça dépend ce que l'on trouve dans le marché, mais c'est pas quelque chose de critique. Parce que 1000 euros... On peut en trouver moins cher, je te rassure. Mais au fait, Ruben, j'ai une petite devinette pour toi. Oui. Est-ce que tu sais quelle est la mitzvah la plus difficile à accomplir de la fête de Sukkot? Le Shalom Bayit. C'est une mitzvah difficile et ça va concerner ce que je vais te donner, donc tu as la moitié de la réponse. Ah ouais. C'est le Shalom Bayit. Voilà. Bon. Alors Ruben, il est branché sur Shalom Bayit, ce qui est très positif. Et non, c'est ma belle-mère. Quand elle vient pendant les fêtes, c'est ça? Encore ta belle-mère, on l'a dans toutes les vidéos. Et la mitzvah la plus difficile à réaliser à Sukkot, d'après le Gaon de Vilna, c'est, tu sais, il y a une chanson que l'on chante à Sukkot, Vesamarta Bechagecha. C'est de se réjouir. Alors, on doit se réjouir, mais la suite de la chanson, c'est Ve'aïta Arsamear, ce qui veut dire en français, et tu seras uniquement joyeux. Donc, on n'a pas seulement la mitzvah d'être joyeux à Sukkot, on a la mitzvah d'être uniquement joyeux pendant tous les 7 jours de fête. Et le Gaon de Vilna explique que c'est une des mitzvot les plus difficiles à accomplir, ne pas se contrarier. Pendant toute une semaine, c'est pas simple, mais on va vous donner un petit tip à la fin de cette vidéo pour vous expliquer comment y arriver. En tout cas, c'est la mitzvah, une des mitzvot les plus importantes et une des plus dures à accomplir pendant Sukkot. Le premier jour de Sukkot, qui est un jour de Yom Tov, comme tous les Yom Tov des autres fêtes, cette mitzvah de se réjouir pendant Yom Tov comporte certains critères. Si tu te souviens, on en avait parlé au moment de la vidéo de Shavuot. Les critères sont les suivants. Il faut, pour les hommes, manger de la viande et boire du vin, modérément. Il faut aussi acheter un bijou ou un vêtement à sa femme avant la fête. Pensez-y. Ah, pardon. Pas forcément modérément, en fonction de ses moyens, mais en tout cas, consacrer un budget pour ça, parce que c'est très important. Il faut aussi acheter aux enfants des bonbons ou des choses qu'ils vont aimer pour la fête. Et enfin, surtout, ne pas oublier les nécessiteux avant la fête. Faites un don généreux à Torah Box, si vous voulez, pour qu'ils puissent passer la fête correctement, eux aussi. Et pour finir, à la fin de Sukkot, on a Simchat Torah. Est-ce que tu peux nous dire des petits détails sur cette fête? Est-ce que c'est une fête? C'est une fête, évidemment que c'est une fête. C'est une très grande fête, Simchat Torah, puisque
c'est la fête de la Torah. On termine de lire le Sefer Torah et on commence immédiatement le cycle de l'année suivante en commençant avec la paracha de Bereshit. Donc c'est une fête tellement importante, Simchat Torah, que bien que normalement le Shabbat et le Yom Tov, il soit interdit de danser et de taper dans les mains en rythme avec les chants, de peur qu'on en arrive à arranger les instruments de musique, je vois que tu connais bien les lois du Shabbat, eh bien pour Simchat Torah, exceptionnellement, nos sages, puisque c'est un interdit d'ordre rabbinique, ont permis de danser et de taper des mains en rythme avec les chants, par respect pour cette fête immense qui est Simchat Torah, le jour où on fête la fin du Sefer Torah. Sans avoir besoin de faire un chinouille. Voilà, pas besoin de faire de chinouille comme Shabbat, on peut taper des mains normalement et danser, tellement ce jour est important et c'est un jour de grande joie. On raconte que le père du Rav Ovadia Yosef se réjouissait particulièrement à Simchat Torah, et certains attribuent à cette attitude le mérite qu'il a eu d'avoir un fils qui a éclairé tout le peuple d'Israël. Ah, mon père, il devait taper des mains et tout ça. Sûrement. Bah écoute, Samy, magnifique comme d'habitude. Merci. Est-ce qu'on peut, comme à ton habitude, terminer avec une petite pensée juive? Quelques mots de pensée juive. Ouais. Ce serait dommage de terminer la série sur les fêtes et de déroger à notre habitude. C'était la dernière. C'est la dernière de l'année. Ouais. Alors, mais on aura d'autres projets. Si Dieu veut, Ne vous inquiétez pas. on en aura d'autres. Alors, en fait, Sukkot, c'est une fête très particulière. Comme on l'a dit tout à l'heure, et je vous avais promis en début de vidéo que je vous expliquerai quelque chose vers la fin, et on a dit que une des mitzvot les plus importantes de Sukkot, mais les plus difficiles à réaliser, c'est de se réjouir pendant toute la fête. Ouais. Alors, on va essayer de comprendre comment on peut réaliser cette mitzvah correctement. C'est en réfléchissant un petit peu à l'essence de la fête. Si on se pose la question, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on construit des cabanes et on habite dans ces cabanes pendant 7 jours? Quel est le message en fait? Alors, le message, il n'est pas matériel, puisque bien qu'à l'époque, certains expliquent qu'on était vraiment dans le désert, dans des Sukkot, ou d'après l'autre explication, on était protégé par les nuées de gloire. Aujourd'hui, on fait la mitzvah de Souka en souvenir de ce qui s'est passé à l'époque, mais en quoi ça nous concerne à proprement parler de nos jours? Eh bien, en fait, la mitzvah de Souka symbolise une protection divine, mais pas une protection matérielle. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Pendant tout le mois de Elul, Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence et Kippour, on a fait un long processus de Teshuvah et de retour vers Dieu. Et ce que l'on aimerait à tout prix après Kippour, c'est une fois qu'on a été pardonné nos fautes et qu'on a avancé au niveau spirituel, conserver ses acquis pendant tout le reste de l'année. Eh bien en fait, la fête de Sukkot, avec cette protection divine dans la Souka, elle représente le fait qu'Akadosh Baruch Hu va nous garder et va nous protéger pour que l'on puisse conserver tous ces acquis spirituels, tout ce que l'on a fait, toute cette évolution que l'on a eue. Eh bien en fait, la mitzvah de Sukkot va nous aider à un peu plus les conserver pendant toute l'année. Et c'est en réfléchissant à cette notion qu'on pourra un peu mieux réaliser la mitzvah de se réjouir pendant la fête de Sukkot, parce que si jamais on réfléchit que l'on a traversé déjà 40 jours de processus de tchouva, et que grâce à la mitzvah de Sukkot, c'est ce qui va nous permettre de garder ses acquis pendant toute l'année, c'est beaucoup plus facile de se réjouir, parce qu'il n'y a rien de plus réjouissant que de savoir qu'on a pu avancer au niveau spirituel, et que Hachem va nous aider. Voilà. Magnifique. Bonne année à tous. Bravo, Chag Sameach. Chag Ça m'a Sameach fait à très toi aussi. plaisir. On se reverra bientôt, j'en suis sûr. À la prochaine si Dieu veut. Voilà. À bientôt. Bravo.